Bonjour à tous. Alors je vais essayer de vous présenter, moi, quelque chose qui est plus basé sur l'analyse des vins, sur les caractères organoleptiques de ces produits, et autour d'une thématique qu'on travaille avec Cahors maintenant depuis de nombreuses années, puisqu'on a commencé notre collaboration dans les années 2005, je crois, ou 2006. On a commencé des études sur une meilleure compréhension du vin de Cahors, et en particulier de la typicité du Malbec. Alors aujourd'hui, on va parler du grand vin en général, évidemment en particulier sous-tendu le vin de Cahors et le cépage Malbec, sous l'aspect de ces deux paramètres importants, le cépage et le terroir. Alors d'abord, une définition s'impose sur ce que c'est qu'un grand vin. Alors, un grand vin, c'est d'abord un sentiment, c'est plus d'ailleurs du sentiment qu'un prix, qu'une étiquette ou que de la présence en bouche. C'est quand vous arrivez dans un endroit, quel que soit l'endroit dans le monde, vous regardez un paysage et ça vous inspire un sentiment de grandeur et d'exception. Et vous pouvez remarquer que la quasi-totalité des grands terroirs dans le monde, quand vous les regardez et que vous les laissez vous pénétrer, vous donne cette impression. C'est d'abord ça, un grand vin, c'est un paysage. Alors c'est pas seulement ça, c'est un paysage qui a su être valorisé par l'homme depuis très longtemps. Je crois que le temps qu'on passe à comprendre le fonctionnement d'un terroir est au moins aussi important que la constatation qu'on fait de la grandeur d'un vin. Alors, ça signifie que l'accumulation d'erreurs et parfois l'accumulation de chances nous permet, année après année, siècle après siècle, de parfaitement maîtriser, sans s'en rendre compte, la mécanistique d'un grand terroir. On sait comment la vigne, l'encépagement, répond aux décisions techniques que l'on apporte. Alors, ça veut dire dès le départ que je ne fais pas partie des gens qui pensent que le vin est un produit naturel. Je pense que le vin est un produit purement de l'esprit humain. Sans l'homme, sans l'imagination qu'il a, et surtout sans la force de travail qu'il est capable d'appliquer à la vigne et au chai, le vin n'existerait pas. Du reste, un vin naturel, ça c'est entre nous, c'est du raisin. C'est du vinaigre, pardon. Alors, maintenant que ça s'est précisé, quels sont les facteurs qui déterminent les uns avec les autres la grandeur d'un produit? Alors, indubitablement, c'est d'abord le cépage. Attendez, je crois que j'ai sauté une... Non. Voilà. D'abord, c'est le cépage. Il existe évidemment des cépages. La nature est injuste. C'est valable chez les hommes, c'est valable chez les animaux, c'est aussi valable chez les cépages. Il y a des cépages qui partent avec des handicaps, et il y en a d'autres qui partent avec une tête déjà couronnée. On a la chance avec le Malbec, mais d'autres cépages aussi, d'avoir cette aptitude, cette malléabilité qui permet assez facilement, avec un peu d'intelligence, dans le bon endroit, de révéler toutes les potentialités d'un raisin. Alors, les grands cépages, bon, on les connaît. Nous avons globalement deux types de philosophie autour de leur valorisation. Soit des vins de cépage, alors, je vous ai donné des exemples, mais il n'y a pas que cela. Évidemment, il y a le pinot noir en Bourgogne, le tanat dans la région de Madiran, quoiqu'il y a aussi des assemblages, et puis à Cahors, le Malbec, quoiqu'il y a aussi des assemblages dans la région de Cahors. Et puis des vins qui sont annoncés comme étant, comme tirant leur complexité de l'association de plusieurs cépages, de plusieurs grands cépages. Évidemment, c'est le Bordelais avec le Cabernet Sauvignon, le Franc et le Merlot. Et puis c'est Châteauneuf-du-Pape, évidemment, qui est le meilleur exemple, où vous avez 7-8 cépages traditionnellement utilisés pour produire ces vins. Qu'est-ce qui est important à prendre en compte dans le ou les cépages? Peu importe, d'ailleurs, si un cépage se suffit à lui-même pour obtenir la grandeur, pourquoi en mettre 2, 3 ou 4? Voilà. Et puis, si la grandeur ne se révèle que par la complexité de la finesse de l'un, par exemple c'est le Cabernet Franc, et de la puissance de l'autre, c'est par exemple le Cabernet Sauvignon, eh bien ne s'en privons pas. Bon. Que se cache donc derrière ces cépages? Alors ça, c'est pas très glamour.
c'est essentiellement des équilibres. Dans un vin rouge, qu'est-ce qui est important? Alors c'est évidemment l'acide, l'alcool, la quantité de sucre résiduel qui peut aider à l'impression de rondeur du vin, mais c'est surtout son profil phénolique, c'est ça l'armature. C'est à partir de ça qu'on va pouvoir discuter, classer et créer du sentiment, de l'impression, qu'elle soit favorable ou négative d'ailleurs. Donc on a ici plusieurs groupes. Le premier groupe, c'est un groupe dans lequel vous avez le Pinot Noir et le Cabernet Franc, qui sont des cépages qui sont marqués par une richesse plutôt modérée en polyphénol. Ce ne sont pas des vins qui sont particulièrement puissants, par contre ce sont des vins qui sont relativement équilibrés. La proportion entre la couleur, les anthocyanes et les tanins, la saveur est relativement équilibrée. C'est le cas aussi du groupe 2, qui sont des cépages moyennement riches à riches, le Cabernet Sauvignon, le Merlot, mais aussi le cas de la Syrah. Et puis vous avez la troisième catégorie, je ne parle pas des autres catégories qui sont assez spécifiques. La troisième catégorie, ben, par exemple, c'est le cas du Malbec ou du Mourvèdre, hein, qui sont des cépages puissants. Indubitablement puissants en couleur et en impression tannique. Qu'est-ce que l'on observe derrière ces petits plus, puisqu'on ne parle pas pour le moment de chiffres? C'est que dans tous les cas, vous avez l'équilibre. Ça, c'est un élément qui est déterminant. Un grand cépage se doit d'être équilibré. Il se doit d'être particulièrement bien proportionné. À beaucoup de couleurs, à une profondeur de la couleur, doit correspondre une puissance en bouche. Et puis il y a une faiblesse de la couleur, quelque chose de plus léger, de plus fin, de plus élégant, doit correspondre aussi en bouche. C'est ce que l'on appelle la cohérence du vin. On ne comprendrait pas, et d'ailleurs dans l'appréhension de la grandeur d'un produit, on ne comprendrait pas que à la vue, on ait une impression d'encre, et qu'en bouche, on ait de la fluidité. Voilà. Donc la grandeur n'est pas forcément la puissance. C'est avant tout, et on y reviendra, de l'équilibre. Et le Malbec rentre évidemment dans cette catégorie, il se situe même dans la dernière de ces catégories, c'est-à-dire qu'il a de tout beaucoup. Ensuite, au-delà de l'aspect quantitatif, nous avons l'aspect de l'origine. Et ça n'est pas tout à fait pareil dans la production des vins. Les tanins viennent à la fois des pellicules et des pépins. Il y a des cépages pour lesquels, naturellement, les vins présentent un profil tannique dans lequel le tanin vient majoritairement des pépins. C'est par exemple le cas du Pinot Noir et du Cabernet Franc. Et puis à l'opposé de cette classification, vous avez des vins pour lesquels l'essentiel de la charge tannique vient des tanins de pellicule. C'est le cas du Cabernet Sauvignon, du Merlot, et c'est aussi le cas du Malbec. On le verra aussi au travers d'analyses plus spécifiques. Donc, dans la grandeur d'un produit, nous avons l'équilibre du cépage, puis nous avons l'origine des tanins. Un vin qui a beaucoup de tanins de pépins, d'abord n'est pas travaillé de la même façon, et ne donne pas les mêmes impressions qu'un vin qui est riche en tanins de pellicule. Vous avez dans la pellicule plus de suavité, plus de rondeur, plus de velouté. Vous avez un effet texturant et surtout texturant épais, du moelleux, que vous n'avez pas forcément dans les tanins de pépins, qui vous apportent davantage de fraîcheur, de nervosité, d'acidité, des caractères un peu plus présents, un peu plus frais. Voilà. Pour terminer avec les facteurs clés de la qualité d'un grand vin, vous avez la maturation du raisin, le processus de maturation, et le point final du processus de maturation qui est la maturité. Alors là aussi, la vie est injuste. Les grands terroirs vous donnent dans tous les cas... Est-ce que j'ai un laser? Non. Là? Oui. Dans les grands terroirs, et d'ailleurs vous les reconnaissez à ça, avec l'impression qu'ils vous donnent, quand vous avez l'impression d'être dans un endroit un peu exceptionnel, en plus de ça, quand vous vous promenez dans les vignes et que vous goûtez les raisins, et que vous vous rendez compte que la totalité des maturités du raisin sont tous coïncidents, c'est que vous êtes dans un grand terroir. Alors, qu'est-ce que c'est que ces maturités? C'est d'abord évidemment le rapport entre le sucre, donc l'alcool potentiel et l'acidité totale, c'est en quelque sorte le squelette du vin. Hein. Il faut qu'il y ait de l'alcool, mais pas trop, en rapport à l'acidité, qui doit contrebalancer la chaleur et la lourdeur de l'alcool. Puis vous avez les arômes végétaux, qui doivent évidemment être le plus bas possible. Ce côté végétal qu'on trouve dans certains vins, par exemple un Cabernet Sauvignon placé dans un mauvais terroir, qui donne cette impression de poivron vert, qui est plutôt désagréable.
ou des goûts un peu séveux et végétaux qu'on trouve dans des régions un peu pluvieuses et puis des années un peu plus froides. Puis vous avez l'intensité de l'arôme variétal, les arômes fruités évidemment. La typicité variétale fruitée des vins rouges est un élément de la grandeur de ces produits, et je dirais aussi que la facilité de perception de ce caractère. Il faut qu'il soit très net et que le consommateur soit capable de le percevoir rapidement et simplement. Et puis l'extractibilité de la couleur. Il faut que les composés phénoliques, si la couleur s'extrait facilement du reste, le reste aussi, les tanins aussi. L'extractibilité de cette couleur est déterminante. Pourquoi ? Parce que ce qui s'extrait le plus facilement est toujours le meilleur. Ce qui s'extrait le plus difficilement est souvent le plus mauvais. Voilà. Donc quand vous avez quelque chose qui va céder spontanément son contenu et en plus en quantité, vous avez des chances d'avoir déjà fait la moitié du chemin, si ce n'est pas les 2/3. Et puis les terroirs un peu plus difficiles, je vous en ai montré un exemple ici qui ne veut rien dire, il n'y a pas de valeur chiffrée, c'est juste pour vous donner une tendance. Eh bien, dans les terroirs plus difficiles, où un cépage qui n'est pas mis dans son environnement optimum, eh bien, là, les maturités sont complètement décalées. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on choisit la moins mauvaise des dates, mais en tout cas, jamais, ou quasiment jamais, la meilleure. Donc ça veut dire que, dans tous les cas, il vaut mieux, dans un environnement donné, sur un terroir donné, avoir les cépages qui se comportent les mieux. Alors, ça, malheureusement, on ne peut pas forcer le destin. C'est en général, ça a déjà été écrit, et on ne peut rien faire contre cela. Un résumé de ce que c'est qu'un grand vin et ses contraintes, donc je vous le disais, l'équilibre, plus que la richesse et la puissance, le choix du cépage ou d'un ensemble de cépages, en tout cas, ce doit être des cépages à très forte personnalité, qui les expriment, et puis des niveaux de maturité qui sont toutes assez proches les unes des autres pour avoir un optimum cohérent entre les différents critères qui font la qualité d'un grand produit. Maintenant, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails avec l'élément complémentaire. Si c'était aussi simple que ça, on prenait un grand cépage, on le mettait dans un grand endroit, on prenait un grand homme et on faisait du grand vin. Eh bien, il y en aurait beaucoup. Alors, statistiquement, on remarque qu'il y a quand même moins de grands qu'il n'y a de possibilité de faire du grand. Bon. Donc, il est probable qu'il y ait un autre élément, un autre pilier de ce que l'on pourrait caractériser comme étant un grand vin. Qu'est-ce qu'il y a de plus qui peut faire la différence parmi les grands terroirs, parmi les grands cépages, entre un produit d'exception qui s'impose et les autres qui doivent travailler par l'effort pour s'imposer? Eh bien, nous travaillons sur ce sujet depuis de très très nombreuses années. Je vous ai présenté ici un des exemples les plus expressifs. Nous avons pris l'appellation Saint-Émilion avec plusieurs vins, sans donner de nom, l'appellation Médoc, plusieurs vins. On peut le faire en Rioja, on peut le faire en Italie, hein, dans les meilleurs endroits du monde. On peut le renouveler à peu près partout dans le monde, on l'a fait, et ça se confirme. On regarde, d'abord on demande aux gens à juger les vins par dégustation, en les notant, donnant une note de 0 à 20. Puis nous au laboratoire on analyse la couleur et les tanins. Regardez plutôt ces deux colonnes-là, c'est-à-dire la quantité de couleurs qui se trouvent polymérisées et les tanins qui se trouvent également sous forme de polymère, c'est-à-dire l'ensemble du profil phénolique du vin qui se trouve sous forme de molécules plutôt polymérisées de grosse taille. Bien, vous remarquez que les résultats de dégustation sont parfaitement classés avec le niveau de polymérisation de la couleur et des tanins dans tous les cas. C'est l'élément déclencheur qui nous a permis de nous dire, mais peut-être que finalement, dans la définition d'un grand vin, à part l'histoire, à part les belles chansons, à part les photos qui nous font tous rêver, il y a peut-être quelque chose. Enfin, moi, en plus, qui suis un chercheur, un chimiste, j'aime bien comprendre pourquoi. Alors, on ne comprend pas toujours, mais si on arrive à trouver une pelle pour creuser, autant l'utiliser et creuser. Voilà. C'est ce que nous avons fait. Donc, à partir de ce principe, les vins qui sont les mieux jugés sont les vins qui ont le plus de formes polymérisées de couleurs et de tanins. Bon.
À partir de là, nous avons engagé une étude sur ce que l'on appelle la caractérisation du milieu colloïdal. Qu'est-ce que c'est qu'un milieu colloïdal? Ça n'est pas de l'eau dans laquelle on met en solution des molécules, comme du sel de cuisine. Un milieu colloïdal, c'est un milieu qui présente deux phases homogènement réparties, mais ces deux phases ne sont jamais réellement intégrées les unes aux autres. Les particules qui constituent la fraction solide du vin, quand vous enlevez l'eau et l'alcool, vous avez de la poudre. Ces particules-là qu'ils constituent flottent dans le vin. On essaie de voir le vin plus comme du lait que comme un jus de fruits ou comme un sirop de fruits dans lequel on aura rajouté de l'eau ou de l'alcool. Voilà. Voilà un peu la philosophie que nous nous sommes fixés. Nous avons dans un premier temps pris les tanins purs que nous connaissons. Donc nous avons les molécules élémentaires, les tanins dimères, les tanins dimères, donc deux molécules de tanins, et puis un extrait de pépins de raisin, donc dans lequel vous avez des tanins un petit peu plus gros. Nous avons fait des mesures que nous donnerait la chimie. La physico-chimie nous donne des équations qui nous permettent, en fonction de la masse moléculaire de nos tanins, d'avoir une idée de leur dimension. Nous avons des dimensions qui sont de l'ordre de 1 nanomètre à 3 nanomètres. Si le vin est une solution vraie, donc si le premier tableau que je vous ai montré ne marchait pas, on devrait avoir, quand on mesure la dimension d'une particule avec un laser, peu importe la méthode, quand on mesure la taille des particules dans la solution, on devrait trouver un résultat qui est de l'ordre de 1, de 2, de 3, de 4 nanomètres. Quand vous faites les mesures, vous regardez, par exemple, on va prendre un extrait de pépin, vous trouvez aux alentours de 500 nanomètres. Vous devriez trouver 3 nanomètres. Quelle est la différence entre 500, qui est un vrai chiffre, qui n'est pas à mettre en doute, et 3, qui est un vrai chiffre et qui n'est pas non plus à mettre en doute? C'est tout simplement ce changement qui est radical entre une solution vraie, c'est-à-dire un vin dans lequel on mettrait en solution des tanins, et un milieu colloïdal, c'est-à-dire la solution ne solubiliserait pas les éléments, mais les éléments allaient s'agréger les uns aux autres pour fabriquer comme des espèces de petits ballons ou des espèces de filets d'orange, dans lesquels vous avez les petits tanins qui se retrouvent associés les uns aux autres. Voilà pourquoi on a cette différence. Le vin est donc réellement une solution colloïdale. La solution colloïdale, c'est aussi un milieu très fragile. Si vous rajoutez de l'éthanol, par exemple, vous augmentez la teneur en éthanol, vous passez de 12,5% à 60%, eh bien la taille des particules rediminue, vous ne pouvez plus la mesurer, ce qui veut tout simplement dire que vous avez détruit la structure colloïdale. Voilà aussi un des éléments d'interprétation. Ce n'est pas si simple d'avoir une structure colloïdale stable. C'est quelque chose qui flotte, qui peut à tout moment être changé. Par exemple, la filtration. Par exemple, un collage trop sévère peut entraîner un déséquilibre de la structure colloïdale du vin et peut vous obliger ensuite à attendre plusieurs semaines pour que ces agglomérats se reforment et que vous retrouviez en bouche cette impression de profondeur, de richesse, mais aussi d'élégance. C'est quelque chose qui nous échappe. C'est de la physico-chimie, c'est à mi-chemin entre la chimie et la physique. On n'est plus du tout dans un environnement lié au cépage, plutôt on n'est plus du tout dans un environnement lié au terroir, mais on est typiquement lié dans un environnement donc pour lequel le cépage est déterminant. L'aptitude du cépage à créer cet environnement colloïdal est déterminant. Au travers de quoi? Déjà, est-ce qu'un cépage est capable d'avoir de gros tanins? Premièrement. Est-ce que ce cépage est aussi capable de donner des vins riches en polysaccharides? Les polysaccharides sont des polymères de sucre qui aident aussi à la création de cette rondeur et qui viennent entourer ces agglomérats de tanins et donc participer à ces impressions tactiles. À toutes ces questions, évidemment, pour faire court, on peut répondre oui pour le Malbec sans aucun doute. Quelles sont maintenant les implications pratiques de ce que je viens de dire? Parce que c'était extrêmement théorique. Je prends ici deux vins qui ont à peu près la même teneur en tanins, c'est-à-dire, on va dire, deux vins qui ont 4 grammes de tanins. Bon. Dans un cas, j'ai mes 4 grammes de tanins qui se trouvent avec des petites micelles qui flottent dans le vin. Dans l'autre cas, j'ai les mêmes 4 grammes de tanins, mais qui se trouvent sous la forme de très grosses micelles qui flottent.
Voilà ce que c'est que ce qu'on définira comme un mauvais tanin. En bouche, les tanins seront plus anguleux, peut-être plus rustiques, un peu poussiéreux. On aura moins de longueur en bouche aussi. Que si on goûte ce mélange-là, si on le met en bouche, on a de la longueur, on a de la puissance. C'est la même quantité de tanin. C'est globalement les mêmes molécules, mais leur environnement physico-chimique est radicalement différent. Ce qui permet, dans le cépage, d'obtenir ça, c'est évidemment ce qui permet d'aller très facilement vers l'impression de grandeur. Quand on goûte, on dit « waouh », il y a quelque chose derrière. Qui est en dehors d'ailleurs de toute contingence quantitative, vous voyez là. Également, traduction colloïdale de la sensation de gras. Il y a des vins qui sont plus ou moins maigres, plus ou moins secs, d'autres qui sont plus ou moins gras et plus ou moins charnus. Eh bien, en plus de ces micelles qui sont ici de tanins, eh bien, les chaînes de polysaccharides viennent les entourer. Alors ça, c'est pas difficile. Je vous le montre par des schémas parce que on peut le montrer avec des microscopies à contraste de phase, mais c'est pas très joli à voir. On voit des halos. C'est des sortes de fantômes où on devine les tanins qui sont enroulés comme dans du coton. C'est pas très didactique, c'est beaucoup mieux sous forme de schéma simplifié. Et donc vous voyez que le tanin se trouve emprisonné dans des polysaccharides. Soit il en a partout, soit il en a que dans une moitié, soit il en a dans un tiers de ça. Et donc ça vous donnera plus ou moins de rondeur et de gras. Voilà. Donc voilà l'interprétation colloïdale de cette impression de rondeur et de gras. La conséquence, c'est évidemment les réactions tanin-protéiques et les astringences. Si vous prenez de la protéine salivaire, vous la faites réagir avec ces tanins, plus les tanins, plus les micelles sont grosses et moins ils réagiront. Donc moins vous aurez d'impression de dureté. En revanche, si vous faites réagir sur la protéine salivaire ces molécules associées, ces agrégats, ce ne sont pas des molécules, ces agrégats de tanins associés à des polysaccharides, eh bien, elles ne s'associeront pas. Vous n'avez pas cette impression de dureté. Vous avez de la tannicité, c'est aussi ce qui vous donne cette impression de longueur en bouche. L'association entre la protéine salivaire et le tanin va mettre très longtemps à se faire. Il faut que la salive, le pH buccal, entraîne la désorganisation de cette structure colloïdale. Et la désorganisation de cette structure colloïdale fait que l'accessibilité des sites actifs des tanins vers la protéine s'améliore. Et donc on a l'impression qu'on a de la durée en bouche. Mais c'est tout simplement parce qu'on détruit cette structure colloïdale et qu'en la détruisant, puisqu'évidemment le pH du vin et de la bouche et son environnement physico-chimique est radicalement différent de celle du vin. Donc la structure colloïdale se désagrège. Et c'est en se désagrégeant que la tannicité apparaît. Elle apparaît sur un long temps. Et c'est ce qu'on appelle la longueur en bouche d'un vin. Ça peut s'expliquer assez simplement comme ça. Là encore, à la question, est-ce que le Malbec répond à cet ensemble de définitions? Oui. On va le voir plus loin, on le verra plus tard, parce qu'on a eu... On a reçu un certain nombre d'échantillons du syndicat des vins de Cahors qu'on a commencé à analyser très en détail. On vous présente les premiers résultats. Il y en aura d'autres qui arriveront et qui vont tous évidemment dans le même sens. L'aptitude à former des micelles, plutôt des grosses micelles. L'aptitude à s'associer avec des polysaccharides, faire des pelotes. Et cette aptitude à la persistance du caractère. Enfin, quand on boit du Malbec, on a tous ces descripteurs sensoriels en bouche et en mémoire. Alors maintenant, on a vu un peu la théorie, la mécanique de tout cela. Maintenant, voyons ce qui se cache derrière les vins. Alors, de Cahors, on a eu donc, on a un exemple, donc dans le millésime 2012, quelques échantillons. D'autres analyses ont été faites sur l'association terroir et cépage qui avait été présentée au Journal international du Malbec en 2008. Et nous les avons utilisées, nous les avons reprises ici pour voir où on en était. Qu'en est-il? D'abord, le Malbec, c'est essentiellement, pour caractériser le tanin, c'est essentiellement des procyanidols, 90%, et moins de 0,1% de forme gallo-hylée. Pour la plupart d'entre vous, ça ne veut rien dire. Je vais vous aider. Ça veut dire que l'essentiel des tanins du Malbec viennent des pellicules. Donc, vous comprenez maintenant que vous êtes dans un modèle qui ne peut que favoriser la structure colloïdale. Dans les tanins de pellicule, on a essentiellement des tanins polymères. Dans les pellicules, on a l'essentiel des polysaccharides. Tout est là,
Et en plus, quand on arrive à faire mûrir le raisin, tout ceci se libère très facilement. On est donc dans un environnement, on est donc dans la contrainte de base où on peut considérer qu'on est dans le cas le plus idéal. Maintenant, on a regardé ici deux éléments. Je vous parlais tout à l'heure en dégustation que plus il y avait de formes polymérisées, meilleur c'était quand on jugeait le vin. Donc on a pris, en noir, on a calculé la quantité de tanins polymères en pourcentage dans les vins de Malbec qu'on a reçus, la quantité de combinaison de tanins anthocyanes, on a vu que c'était aussi importante. On a pris ce qu'on appelle un témoin, qu'on appelle un vin premium. Un vin premium, c'est quelque chose qui se vend entre 10 et 15 euros. C'est une moyenne d'une trentaine ou quarantaine d'échantillons qu'on a au laboratoire. On a fait pareil avec une moyenne de très grands vins, alors essentiellement à Bordeaux, parce que je suis à Bordeaux, et puis des grands vins, j'en ai 2 ou 3 exemples qui me venaient à l'esprit. On a les analyses, donc on vous a mis ici, à titre d'exemple, ces 2 standards, mais qui ne veulent rien dire. Ça vous donne un peu une idée du point de départ et du point d'arrivée de ce que l'on doit faire. Dans tous les cas, vous remarquez, dans tous les cas, les formes polymérisées, pour le 2012, mais c'est valable pour d'autres millésimes antérieurs qu'on a analysés, les formes polymérisées des tanins sont énormes. C'est pratiquement les 2 tiers. Les 2 tiers des tanins du Malbec qui se trouvent sous forme polymérisée. Donc, on est déjà dans un environnement qui ne peut que favoriser la création de micelles et donc de la densité colloïdale. La quantité de combinaison de tanins anthocyanes, qui est aussi très importante, est très voisine de 50% et la dépasse dans de très nombreux cas. Bon, ceci peut être augmenté, comment? Tout simplement par des élevages. Avec des élevages un peu plus longs, avec des phénomènes oxydatifs un peu plus prolongés, on peut augmenter considérablement cette valeur-là. Mais vous voyez que par rapport à des très grands vins et à des vins premium, on est dans des zones tout à fait comparables, au profil, au moins au niveau de ces profils-là. Ensuite, il y a un rapport que j'aime bien faire, sans qu'on se l'explique, ça marche, moi ça me suffit, c'est la relation qu'il y a entre l'intensité colorante divisée par les phénols totaux et la qualité d'un vin. On demande à des dégustateurs, des professionnels de juger les vins, on leur demande de les goûter, de les juger sur 5 ou sur 20, peu importe, puis ensuite on fait le rapport entre la couleur, l'intensité de la couleur et la quantité de polyphénol qu'on a dans un vin. On remarque que la valeur de ce rapport est parfaitement corrélée avec la qualité gustative des vins. On a mis plusieurs échantillons. Parmi ceux-ci, bon, le vin premium ici, les très grands vins. Bon, vous vous doutez bien que le très grand vin se trouve pratiquement au haut de cette échelle. Vous avez ici les Malbec de Cahors qu'on avait analysés pour l'étude de 2008. Donc c'était les millésimes 2004-2006. Vous êtes dans un peloton de tête et vous êtes plutôt dans la partie très haute du graphique, hein, pratiquement au maximum. Les Malbec 2012, vous êtes également dans ce même environnement. Hein. Donc les Malbec, naturellement, se retrouvent généralement au plus haut de cet échelon. Ça ne veut pas dire qu'il y en a au plus bas, ça veut dire qu'on ne les a pas donnés. Bien. Après avoir fait une étude de base, disons de la qualité du produit, je vous disais que l'importance des polymères devait être pris comme un critère déterminant de l'évaluation de la qualité. Maintenant, est-ce qu'il est possible de mesurer l'importance de cette densité colloïdale? Comment on mesure la densité colloïdale des vins? Alors là aussi, par des tests assez simples, on a un test qui est assez simple, qui est l'exposition d'un vin 6 heures à 5 degrés, et on mesure la variation de la densité optique à 700 nanomètres. Pour faire court, qu'est-ce qu'on fait? Pour mesurer l'importance de la densité colloïdale, on va tout simplement déséquilibrer un vin. Un vin qui n'a pas une très forte densité colloïdale, le déséquilibre va lui être fatal. Il va s'effondrer. Celui qui a une très forte structure colloïdale, le déséquilibre va lui faire perdre un peu, et puis il va remonter vers son état de stabilité assez rapidement. Donc c'est ce que montre cet indice. Voilà ici des vins instables, donc vous voyez qu'ils ont des indices très élevés. Voilà ici des vins stables, ils ont plutôt des vins bas, des valeurs basses. Mon ensemble de vins premium, mon ensemble de très grands vins, et l'échantillon des vins de Malbec. Qu'est-ce qu'on retient? Qu'en moyenne, la stabilité colloïdale des vins de Malbec est particulièrement remarquable. On est dans un environnement, enfin, on le comprend maintenant un peu mieux, vous avez beaucoup de tanins polymérisés, vous avez des polysaccharides, et vous avez cette aptitude à aller vers
l'équilibre colloïdal. Vous avez par exemple ici les premiers échantillons, vous considérez qu'ils sont... regardez ici, vous êtes dans la moitié de l'échantillonnage qui m'a été fourni, vous êtes bien mieux que dans la moyenne de l'échantillonnage des vins stables. Il y a une aptitude remarquable à fabriquer de la stabilité. Ça, c'est un caractère des grands vins. Qu'est-ce que c'est qu'un grand vin? C'est un vin qui est aussi capable de rester droit dans ses bottes pendant 10, 20, 30 ans en bouteille. Voilà. Et c'est un des éléments qui amène la stabilité des grands vins dans le temps en bouteille. Ensuite, nous mesurons la microviscosité. Qu'est-ce que c'est la microviscosité? C'est de la viscosité, mais qui est plus précise. La viscosité, c'est l'épaisseur, hein, vous ne pouvez pas vous tromper. L'épaisseur, la fluidité ou la viscosité d'un milieu, mais évidemment, un vin, comme il est très fluide, on ne mesure pas la viscosité, on mesure la microviscosité. C'est-à-dire qu'on fait des mesures où on mesure de très faibles variations de la viscosité. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, ce sont des millipascals par seconde, donc c'est le temps que met des particules à traverser un échantillon de vin. Donc, vous avez des vins instables qui ont des microviscosités très élevées, le vin premium, les très grands vins, et puis ici, les vins de Malbec. Alors, pour résumer, qu'est-ce que l'on obtient là encore? Les Malbec ont des valeurs de viscosité basses, relativement basses. Mais ça, c'est plutôt un bon élément. Pourquoi? La viscosité, c'est quelque chose de très capricieux. Si le milieu est trop fluide, en bouche, ça vous paraît petit, maigre, ça vous paraît aqueux. Mais au contraire, si le milieu devient trop épais, d'abord, ça vous donne une impression de too much, de crémeux. Alors, j'ai des exemples en tête de vins, surtout des bêtes de concours, hein, qui en dégustation donnent de très bons résultats, mais qui à table mettent du temps à se vider. Voilà. C'est ça. La viscosité d'un milieu, c'est sa capacité à être bu, la buvabilité d'un milieu. Il en faut suffisamment d'épaisseur, mais pas trop. Et puis l'autre élément, c'est que si vous avez trop d'épaisseur, si vous montez trop vers les valeurs, à force d'être épais, eh bien, le vin finit par précipiter. Vous perdez en capacité de stabilité dans le temps. Et je vous le rappelais, la stabilité dans le temps, c'est un des éléments des grands vins. Donc, les vins de Malbec ici sont dans un environnement aux alentours de entre 1,4 et 1,5, sont dans un environnement pratiquement idéal. Il y a suffisamment d'épaisseur pour avoir cette impression de rondeur et de gras, cet effet texturant en bouche. Il n'y en a pas trop pour avoir un risque d'instabilité dans le temps. Voilà. Et la conclusion, je pense que j'ai été dans les temps, et la conclusion, donc la conclusion, vous pouvez la lire comme moi, hein. Le Malbec, c'est de la surprise pour pas grand monde, c'est un cépage qui est particulièrement expressif. Je compare le Malbec pour demain, je recommande beaucoup la plantation de Malbec dans les endroits qui le méritent, dans beaucoup de pays dans le monde, ainsi que le petit verre d'eau. Je pense que l'augmentation de la température fait que ce sont des cépages qui verront leur place s'imposer de plus en plus. Ils sont d'abord particulièrement expressifs, mais surtout ils sont particulièrement adaptés à ces environnements qui seront de plus en plus difficiles pour d'autres cépages. Pour d'autres cépages, par exemple, des pinots qui peuvent devenir très lourds, même des cabernets sauvignons, quand il fait trop chaud et trop sec, le cabernet sauvignon décroche. Voilà. Le Malbec, lui, se maintient. Le Malbec et le petit verre d'eau. Donc je crois beaucoup à ces cépages pour l'avenir. Ces équilibres phénoliques, vous l'avez vu, sa structure colloïdale sont naturellement adaptées à la production de grands vins. On a compris pourquoi. La mécanique est assez simple, encore fallait-il ouvrir le rideau et la comprendre. Sa constitution générale aussi, son profil gustatif, sont en phase avec les exigences nouvelles des consommateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que le consommateur, il veut du facile, du easy drinking, du ready, du immediately ready. Le consommateur, le vin doit lui sauter à la figure. S'il faut qu'il aille le chercher, c'est raté. Un consommateur de base ne va pas chercher. Ou encore moins quand on lui dit « mais attendez, ça va venir ». Non. Le consommateur, le vin doit lui arriver à la figure, ça doit l'impressionner. Et ces cépages qui ont cette densité colloïdale, qui ont cette capacité à agréger les tanins, évidemment en bouche, tout est prêt pour être perceptible du premier coup de langue et du premier coup de nez. Donc ça, c'est important. Et la cohérence du produit. L'avantage de ces cépages, dans le Malbec, c'est d'être très cohérent. Il n'y a pas de surprise entre ce que l'on a au nez
et ce que l'on attendrait à avoir en bouche, ou ce que l'on a en bouche et le souvenir de ce qu'on en avait au nez. La cohérence du produit est très importante dans l'appréciation que fera un journaliste, un consommateur, qui soit averti ou de base. Même les professionnels du vin, on est toujours impressionné quand le vin vient à nous et quand on n'est pas obligé d'aller le chercher. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce sujet. Merci de votre attention.